Comment passe-t-on du corps à un corps, à des corps, chacun distinct et singulier dans leur vibration? L'être parlant peut traverser des traumatismes en groupe et tenter d'y faire face en se rassemblant. Il arrive dans le monde avec une culture, mais elle ne suffit pas à le définir. Reste ce qui distingue le tissu d'un corps de celui d'un autre. Reste son étoffe, avec ses marques singulières, et la manière dont chaque être s'en sert. La tradition philosophique ou religieuse cherche à conceptualiser le rapport du corps à ce qu'elle appelle l'âme. L'écartèlement entre les deux ne se tarit pas, ça ne coïncide pas. De quoi est réellement constituée la matière d'un corps humain vivant qui résiste à se laisser attraper par les discours? Certains artistes contemporains cherchent à rendre compte de ces pulsations intimes, de leur expression sociale et de la manière dont elles sont prises dans la tourmente des événements de l'histoire et la violence des relations humaines. Aujourd'hui, dans le Divan dans le monde, nous parlerons avec notre invitée Lorraine Duménil de l'exposition Corps et âme, au pluriel, qui se déroule actuellement à la Bourse du Commerce à Paris et qui rassemble une centaine d'œuvres choisies dans la collection Pinault. Pour l'écho de la culture, nous recevrons Claude Quénardel, qui a lu pour nous le livre de Marielle Hubert, Il ne faut rien dire, une injonction au silence, à pousser au corps l'auteur à écrire ce roman. Quant à l'actualité de la psychanalyse, nous recevons notre collègue Rodolphe Adam, qui interrogera l'union disharmonique du corps et de l'âme en psychanalyse. Vous l'avez compris, le rapport entre le corps et ce qu'on appelle l'âme sera le fil rouge de notre émission. C'est parti. Lorraine Duménil, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeure d'histoire de l'art. Vous enseignez à la faculté ouverte de Versailles et à Campus Versailles. Et vous allez nous dire ce que c'est que cette exposition pléthorique et magnifique. Alors, l'exposition Corps et âme qui s'est ouverte récemment et qui durera jusqu'à fin août à Paris, à la Bourse de Commerce, donc siège de la Fondation Pinault à Paris, est donc une exposition qui s'intéresse à l'articulation de l'âme et du corps et qui présente une galerie de portraits, autoportraits de personnes connues, de personnes inconnues, des portraits également qui sont des types. Et cette exposition nous fait déambuler, nous spectateurs, à travers une chorégraphie de corps en musique, puisque le titre Body and Soul provient d'un standard de jazz qui a été notamment interprété par Billie Holiday, mais par tant d'autres après. Et il me semble que ce titre est particulièrement bien choisi, puisqu'il dit ce marquage de l'âme dans le corps, marquage que l'on peut entendre dans une voix qui se transmet à des autres, à une communauté. Et c'est vraiment ce à quoi nous enjoint cette exposition, à mon sens, à faire communauté, à travers donc à la fois des peintures, des photographies, des installations, des films, des sculptures, donc tout un corpus très riche dont nous allons parler ensemble. Oui. Donc, si on commence par la manière peut-être dont les artistes abordent l'image du corps, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelque chose? Par exemple, la manière dont le corps est cadré, par exemple dans l'exposition,
par certains artistes. C'est pas pareil, un visage en plan serré, par exemple de Marlène Dumas, ou le visage de Aubat qui est présenté sur le catalogue de l'exposition, puis qu'un corps entier, ou que les images dans le film de Jaffa. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelque chose de ça ? Alors, tout à fait. Je pense que ce qu'il faudrait préciser au départ, c'est que beaucoup des œuvres qui sont montrées dans cette exposition, et qui sont toutes, je le précise, issues de la collection personnelle de François Pinault. Ce qui n'est pas le cas dans toutes les expositions qui se tiennent, que ce soit à la Bourse de commerce ou bien dans les 2 lieux vénitiens dédiés également à l'exposition des œuvres de François Pinault, et qui accueillent souvent des rétrospectives ou des expositions thématiques. Là, il s'agit vraiment, le commissariat d'Emma Lavigne, qui est en charge de cette collection, a cherché à monter une exposition à partir strictement des œuvres de cette collection. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les œuvres de cette collection, il y a un choix qui a été fait, qui est un choix absolument conscient, de surtout présenter des œuvres qui sont le fait d'artistes africains ou de descendance africaine, avec un fort tropisme sur l'art afro-américain. Or, si ces œuvres sont importantes dans la collection de François Pinault, elles ne sont pas absolument majoritaires. Donc c'est vraiment un choix qui a été fait. Et on ne les connaissait pas pour la plupart. Et pour la plupart, alors, pour certaines, c'est vrai qu'on ne les avait pas encore vues en France ou dans des lieux assez confidentiels. Je pense notamment aux 2 magnifiques œuvres qui nous accueillent au rez-de-chaussée de l'exposition, d'un artiste ghanéen, un jeune artiste, il est né en 87, qui s'appelle Gideon Appa, qui est un artiste montant, qui commence à être connu, mais qui de fait n'avait jamais eu... Qui sont très éclatantes. Voilà, qui sont très éclatantes, qui nous rappellent la Polynésie de Gauguin, le fauvisme, voilà, il y a une danse comme ça des corps qui évoque aussi bien les dernières grandes baigneuses de Cézanne que les tableaux de Matisse ou avant lui de Paul Gauguin. Il y a beaucoup de références, de clins d'œil artistique au père de ces peintres. Alors tout à fait, ça c'est une question, c'est une vaste question qui mériterait presque un exposé à part, à savoir que c'est vrai que quand on regarde ces œuvres, on voit que pour inscrire, puisque c'était le point sur lequel je voulais insister, pour inscrire le corps noir dans la représentation, donc si on en revient au choix curatorial d'Emma Lavigne, je pense que peut-être 80% des œuvres sont des œuvres qui ont été produites donc par des artistes africains, afro-américains ou de descendance africaine. Et donc c'est véritablement un choix qui est un choix concordant avec toute une actualité muséographique ou curatoriale, ne serait-ce qu'à Paris, de façon tout à fait concomitante à cette exposition à la Bourse de commerce. Nous avons l'exposition du Centre Pompidou, Paris Noir, mais il y a également eu très récemment au Palais de Tokyo, ça vient de se terminer, l'exposition de Raphaël Barontini, magnifique exposition sur des grands tableaux qui revisitent l'histoire d'Haïti à partir d'une pièce d'Aimé Césaire. Bon, donc il y a toute une actualité comme ça autour donc de l'art produit par la diaspora africaine, et qui s'intéresse dans un contexte plus général à des questions de visibilisation. Donc, présenter, faire entrer en art ces corps noirs qui n'ont pas été montrés. Donc, cette exposition serait comme une réponse à l'invisibilisation des corps noirs. Alors, cette exposition et d'autres, c'est un phénomène. En tout cas, elle rentre. Voilà, c'est un phénomène qui est ancien déjà, et on pourrait presque remonter, en tout cas, encore une fois pour la France, qui n'a pas forcément été toujours très en avance sur ces questions, à l'exposition Magicien de la Terre au Centre Pompidou en 89, à Africa Remix en 2005. Donc, il y a une histoire. Il y a eu aussi le modèle noir plus récemment à Orsay. Mais ce qui est sûr, c'est que l'angle qui est ici choisi pour travailler cette question, en fait, tout simplement de la figurabilité et de l'accès à l'existence. C'est l'angle qui a été choisi et cet angle du corps noir, et ça vient nous dire quelque chose. Et de ce point de vue-là, ainsi que vous l'indiquiez, la question du cadre est fondamentale à mon sens, puisque rentrer dans le cadre, c'est ce qui justement n'a pas pu être possible pendant très longtemps pour ces corps noirs. Soit parce que tout simplement ils étaient cantonnés à des rôles, à des types. On pense à l'esclave noir de l'Olympia de Manet. Voilà, toute cette vogue aussi de l'exotisme, de l'orientalisme au 19e. Mais également parce que les artistes noirs
ne pouvait pas créer. Bon. Et pour en revenir à votre question, il est vrai que dans cette exposition, on remarque un certain nombre de références tout à fait évidentes à l'art occidental, qui, moi, m'a interpellée lorsque je l'ai parcouru la première fois, cette exposition. Et il ne faut pas y voir un signe, comment dire, de domination latente ou inconsciente. D'appropriation culturelle inversée. D'appropriation culturelle inversée. Je pense qu'au contraire, c'est un dispositif qui est proprement politique, qu'on pourrait... De subversion. Qu'on pourrait presque travailler en se référant à ce que Gilles Deleuze avait à l'époque proposé avec ce concept de langue mineure à propos de Kafka, et que du point de vue d'une histoire des images, on pourrait travailler comme une sorte de créolisation. Vous voyez, d'appropriation du langage majeur, de la langue plastique majeure, afin de pouvoir faire exister et émerger ce sujet dans ces codes-là, en les subvertissant de l'intérieur. Peut-être qu'on peut donner des exemples. Par exemple, pour Jaffa, 2001 et l'Odyssée de l'espace, c'est la rencontre de cette œuvre qui a été vraiment une vraie rencontre pour lui et qui reste au cœur qui continue à œuvrer, je dirais, en lui. Tout à fait, puisque Arthur Jaffa a été chef opérateur et a tourné avec beaucoup de très grands réalisateurs américains, dont Stanley Kubrick, avant de devenir lui-même donc vidéo-artiste et producteur de films. Mais même si on revient à Gideon Appa, il y a très clairement, ainsi que je l'indiquais, il y a Gauguin, il y a Matisse, il y a même Cézanne, voilà. Si on pense également à Kerry James Marshall, son œuvre est absolument extraordinaire, Beauty Examined, où on voit la Vénus Hottentote, cette Vénus noire qui était l'un des derniers spécimens exhibés dans les foires à la fin du 19e siècle et qui donc est morte très jeune des mauvais traitements qu'on lui a fait subir et qui a été disséquée. Par Cuvier cherchant, pour revenir au thème de notre émission, à voir si un corps noir était fait de la même manière à l'intérieur qu'un corps blanc, avec aussi cette idée derrière, ont-ils une âme, Et alors il est très déçu, et les conclusions de son rapport sont que c'est exactement la même chose qu'à l'intérieur d'un Alors oui, corps blanc. Ces corps ont-ils une âme? Ça nous amène à la musique aussi, à la vibration, qui est très présente dans le discours de Jaffa, puisque c'est plutôt dans le corps vivant finalement que cette âme pourrait s'exprimer que dans la leçon d'anatomie. Juste pour terminer sur Kerry James Marshall, la référence occidentale, elle est évidente puisqu'il reprend la fameuse leçon d'anatomie qui a été peinte par Rembrandt au XVIIe siècle, que ce soit dans la disposition plastique des figures, dans les références. Donc là, il y a à l'évidence une subversion des codes occidentaux. Et cette subversion, on pourrait la voir à l'œuvre dans énormément d'œuvres. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement prégnant. Je pense également à cette très belle œuvre de Kerry James Marshall, où il représente dans The Beautiful One cette silhouette masculine noire, qui est très forte, éclatante sur un fond blanc. Alors, on l'a relevé à maintes reprises, il y a un écho direct à la figure d'Adam dans les fresques de Masaccio de la chapelle Brancacci de Florence, l'une des premières, si ce n'est la première représentation d'un corps humain, évidemment blanc, avec une ombre portée, installée comme ça dans la matérialité, un corps qui est fait par un homme pour les hommes et qui ne s'adresse plus aux dieux, aux divins, et qui est dans une temporalité humaine. Or, pour produire cette œuvre comme beaucoup d'autres, Kerry James Marshall utilise des médiums, et notamment le charbon, mais également ce qu'on appelle le noir d'ivoire, produit à partir d'eau brûlée, pour réussir à avoir un maximum d'intensité pigmentaire dans ces noirs et venir déconstruire du coup en filigrane ce qui est comme un impensé finalement de la représentation artistique, à savoir que les corps noirs ont tous la même couleur. Oui, alors justement, si on peut se dire que les corps noirs, une fois qu'on a dit qu'ils étaient noirs, on n'a pas forcément dit grand-chose. Voilà, on n'a pas dit grand-chose. Voilà. Comment les artistes finalement se débrouillent pour faire apparaître quelque chose du corps qui est au-delà de l'image du corps, qui outrepasse la question de l'image. Ce qui est très frappant dans cette exposition, c'est la présence, vous l'avez dit, de la musique, de la danse, de la voix. On tourne autour de la rotonde avec ce film. On a en continu, en bruit de fond, en fond sonore, le film qui continue de Jaffa, qui continue à passer. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelque chose
Alors oui, le film et la musique de Kanye West, hein, qui a été choisi par Jaffa pour son film et qui résonne. Et en effet, lorsqu'on monte à l'étage et qu'on évolue dans les salles, il y a un fond sonore permanent. Hein, il y a une playlist de l'exposition qui est consultable sur place, qui est téléchargeable. Donc c'était très important dans le projet curatorial. Alors oui, le propos de cette exposition, c'est vraiment de montrer comment l'âme se marque dans le corps. Hein, et ce qu'elle nous présente, c'est une galerie de portraits qui sont des corps émus et des corps émouvants, c'est-à-dire des corps dans lesquels on voit la vibration d'une âme qui apparaît. Ça, c'est absolument évident. Hein, et c'est le fil conducteur, le fil rouge hein, des choix qui ont été faits, que ce soit des corps noirs ou des corps blancs, hein, puisque on a parlé de ces représentations hein, donc d'artistes de diaspora africaine ou africains, mais il y a également des grands ensembles de Myriam Khan, qui est une artiste suisse, de Baselitz, hein, qui est un artiste allemand. Donc il y a même un petit plâtre, une variante d'Isis messagère des dieux de Rodin. Donc il y a d'autres œuvres, bien sûr. Et le point commun, hein, c'est cette idée d'aller traquer les différentes manières dont l'âme va s'incarner dans un corps. Comme si finalement le corps de l'œuvre était une sorte de membrane vibratile hein, qui nous permettait à nous spectateurs de nous mettre en relation avec ces œuvres. Et donc, c'est une succession d'apparitions, je trouve, cette exposition de petites épiphanies. On va continuer notre promenade tout à l'heure, après l'interruption pour notre moment culturel sur la littérature. Claude Quédardel, bonjour. Vous êtes psychanalyste à Paris et vous venez nous parler du livre de Marielle Hubert, Il ne faut rien dire. Mais oui. Alors, ce récit autobiographique de Marielle Hubert m'a attiré par son titre, Il ne faut rien dire. Et ce qui est écrit en 4e de couverture. Il y a des livres qu'on écrit, qu'on lit aux enfants pour les endormir. Il y a ces livres que j'écris pour faire mourir ma mère en paix. Alors, 2 personnages, une fille et sa mère Sylvette, atteinte d'un cancer. Quelque chose d'insupportable dont elle ne veut rien dire l'empêche de mourir en paix. C'est aux toutes dernières pages du livre qu'on apprend que Sylvette a été violée par son père quand elle avait 5 ans, ce qui l'a définitivement fixée à cet âge. Mais il s'agit aussi, pour l'auteur, de sa relation fusionnelle, un enfermement avec cette mère exclusive, en présence d'un père colérique. Et quand en grandissant, elle cherche à sortir de ce monde foisonnant d'imaginaire, la voilà confrontée à la fureur de cette mère, à une manifestation de haine que l'amour recouvrait. Commence alors son désamour pour Sylvette. J'ai arrêté d'aimer Sylvette quand j'ai compris que mon amour pour elle était immédiatement redistribué à toute une corde de fantômes qui ne la quittaient jamais. Mais les fantômes de l'enfant Sylvette, toujours là en impression, la regardent. Est-ce qu'elle s'en sort par l'écriture, par exemple? Mais oui, et il s'agit de savoir comment, sans secours du père, une fille peut s'extraire de la jouissance d'amour d'une mère. Le trou noir de sa vie, dit-elle. Soit, comment se constituer un désir dans ces conditions? Dans un état de survie, elle décide de briser le silence de sa mère et de révéler l'enfer que celle-ci a vécu. Et cela, impérativement avant sa mort. Or, cet enfer, elle n'y était pas. Elle va donc l'inventer. Je vais raconter la naissance du gouffre à l'époque où je n'étais pas là, dit-elle. À partir de photos, quelques éléments dont qu'elle a pu glaner, elle va transformer les fantômes de Sylvette en personnages de son roman. Donc c'est une hétérofiction? Oui, un roman comme on disait jadis. Elle invente donc Sylvette
et tout ce qu'elle ne sait pas de son histoire. Son monstrueux père Armand et Simone, sa mère complice et passive, une folie commune et le saccage sans répit. Pour révéler à la fin les mots terribles du secret familial, les circonstances dans lesquelles le viol s'est passé, tout ce qu'il ne fallait pas dire, tout cet indicible. Elle convertit finalement la jouissance en un savoir qui n'est pas raccordé à une exactitude introuvable, mais à la vérité subjective. Elle écrit par exemple « Si ma mémoire ne sait rien de l'enfance de Sylvette, une partie de mon corps sait. Il sait sur la vérité de la douleur. » On dirait du Duras. Oui, ce qu'elle vise, c'est le trauma pour le border par des mots qui font résonner tout ce qu'elle échoue à dire. Et en échouant, donne du jeu dans le sens de l'écart, la possibilité de bouger, de changer de position. Alors c'est l'occasion de parler du prochain colloque de l'Eurofédération de psychanalyse, People 12, qui va interroger justement le fonctionnement de la famille contemporaine, avec ses malaises, ses secrets. Mais oui, car ce livre fait aussi enseignement sur ce que la fille demande à sa mère, l'autre primordial dont elle attend une réponse que celle-ci ne peut pas lui donner, une parole de libération. Nous savons que la mère n'a pas cette puissance-là. Aucun miracle n'est à attendre. C'est une impasse irréductible. L'amour maternel est si ambivalent et si fort que son empreinte demeure toujours par-delà. C'est la mère comme rapteuse du corps de l'enfant, ce que Lacan nomme énamoration. Merci Claude Quenardel. Retour avec notre invité. Ça fait une transition, d'ailleurs, le rapt du corps, avec beaucoup de choses, dont l'esclavage, qui tient une part très importante de cette exposition. L'esclavage et ce que vous racontiez là sur le rapport de la fille à sa mère, moi, me fait penser au cycle de tableaux exposés par l'artiste suisse Myriam Kam, qui date de 2002, qui s'appelle Rituel, et qu'elle a réalisé au moment de la longue hospitalisation et la mort de son père. Et c'est vraiment une sorte d'acte d'amour d'une fille à son père, où elle cherche à travers des Son père nu, d'ailleurs. Son père nu, hein, avec des autoportraits. Des autoportraits, son père nu, des choses qu'elle voit à travers la fenêtre de la chambre d'hôpital où elle va lui rendre visite. Et il y a vraiment, je trouve, dans ce travail de Myriam Kam qui est exposé comme une sorte d'installation immersive, hein, c'est-à-dire qu'elle travaille toujours comme ça, Myriam Kam, il y a de la respiration entre chaque œuvre, hein, une sorte d'espace comme en poésie pour nous, spectateurs, participer également à cette histoire et qu'elle nous raconte quelque chose peut-être de notre propre histoire à nous, de notre propre rapport à notre famille. On peut se demander si toute œuvre d'art n'est pas en rapport avec ce rapt du corps, quelque chose de se le réapproprier, et que ce travail-là, c'est peut-être, comme Jaffa le dit d'ailleurs, d'une certaine manière universelle. Complètement. Complètement. Qu'on soit blanc ou noir. Et oui, et par rapport à votre question sur l'histoire de l'esclavage, c'est absolument évident que l'un des enjeux majeurs de cette exposition, et elle le fait à mon avis très bien, c'est de montrer à quel point les Afro-Américains ont donc été non seulement invisibilisés, hein, mais à quel point ils n'ont pas pu avoir accès à aucun mode de représentation. Et de façon très inventive, chacun de ces artistes, que ce soit Arthur Jaffa, en compilant dans son film de 7 minutes, Love is the message is death, en compilant des films d'archives, hein, des footage qui proposent une sorte de grande traversée de l'histoire des Noirs américains, depuis les luttes pour les droits civiques jusqu'à les arrestations arbitraires et les meurtres perpétrés par la police blanche récents. Il s'agit pour lui
de proposer une sorte de vaste célébration, misère et splendeur des Afro-Américains. Oui, et à la fois, rentrer dans le cadre. L'origine de cette œuvre est très intéressante, puisqu'il raconte que ça vient d'une nouvelle de science-fiction des années 70, dans laquelle, qui se finit mal, et qui se finit par quelque chose d'analogue à la dévoration du partenaire mâle par un partenaire femelle chez des aliens. Bon. Et il y a quelque chose du lien entre l'amour et la dévoration et le rap du corps, comme Claude l'a fait valoir. Oui, par rapport à aussi cette œuvre de Jaffa, il y a quelque chose qui m'a frappée, c'est le titre. Donc, the message is love. Love is the message. The message is death, qui m'a évoqué ce que dit Lacan sur la question de l'amour. Le contraire de l'amour n'est pas la haine, mais la mort. Je trouve qu'il y a quelque chose dans ce titre qui fait entendre ça. Oui, et puis il y a quelque chose d'extrêmement combatif, puisque on ne l'a pas encore dit, mais ce film est émaillé de gros plans sur des éruptions solaires. Ah oui, le soleil, c'est un grand personnage pour Jaffa. Alors, il est dans l'autre œuvre aussi. Alors oui. Celle le milieu, la traversée. Alors, le passage du milieu, qui est en effet Agdra, un film absolument incroyable, qui dure 1 heure et qui est en fait réalisé à partir d'images numériques. Donc c'est des créations, de sortes de grandes maps, des nappes magmatiques. Et qui cherchent en fait, toujours par rapport à cette question du cadre, à nous replacer, nous spectateurs, à la place de ce que voyaient en fait les esclaves lorsqu'ils opéraient ce passage du milieu, cette traversée de l'océan Atlantique, de l'Afrique au continent américain. Donc il y a aussi cette idée voilà, c'est représenter, faire rentrer dans le cadre, mais nous assigner aussi à une place qui n'a jamais été la nôtre, et qu'on cherche à nous faire prendre pour peut-être pouvoir se libérer conjointement. Beaucoup de gens qui ont écrit dans le domaine des études postcoloniales ou décoloniales ont montré cela, que si on veut vaincre le racisme, il faut bien évidemment travailler du côté des représentations des... Et ça répond aussi à ce que Lacan dit du tableau, qui nous regarde. Complètement. Oui. Alors, Jaffa aussi insiste sur la question du rythme des images, il me semble, sur le choix du montage. Et il y a une espèce de pulsation dans l'image même qui se fait sentir. Enfin, c'est tout un tas d'images à des rythmes différents. On voit des hommes frappés lors des meutes raciales, mais on voit aussi Martin Luther King, je crois. On voit Obama, on voit des enfants qui jouent, on voit... et puis le soleil, comme... ce qui vient encore trouer... le soleil, c'est ce qu'on ne peut pas regarder en face, d'une certaine manière. Là, ça vient trouer... oui, je pense que de ce point de vue-là, il doit se souvenir, quelque part, Arthur Jaffa, de cette idée du montage affectif développée par Eisenstein à propos de son cinéma, que c'est par le montage d'images qu'on peut créer de l'affect. Et de l'affect chez le spectateur. Et ce film est éminemment affectif, comme beaucoup des tableaux. Et je parlais d'installation tout à l'heure. Si on parle de... Quand vous dites éminemment affectif, vous voulez dire ça produit, moi, je trouve que c'est en tant que spectatrice de cette exposition, je trouve qu'il y a vraiment une très grande production d'affect. Je ne pense pas qu'elle laisse beaucoup de personnes indifférentes. Alors vous, par exemple, moi, c'est la confrontation justement au corps des œuvres. Ça m'a beaucoup marqué. Alors, notamment dans les peintures, je pense à la dernière grande salle avec le cycle de 8 autoportraits de Baselitz qu'il a peint, donc intitulé Avignon, parce qu'il a eu l'idée de cette série en se remémorant les derniers grands tableaux de Picasso exposés à Avignon, donc un cycle crépusculaire où il se confronte, il se coltine la matière picturale, des tableaux qui sont absolument immenses, des autoportraits exclusivement à l'envers, puisque depuis 69 Baselitz renverse la perspective. Renverse complètement le motif, la perspective. Et donc, il y a cette idée complètement prométhéenne d'aller scoltiner la matière, d'aller inscrire son corps jusqu'au dernier souffle, en fait. Et en tant que spectateur, moi, je trouve qu'on se reçoit ça en pleine figure, parce que l'exposition est pensée de manière à nous enserrer comme dans un labyrinthe. Et voilà, il y a quelque chose de labyrinthique et d'oppressant. Et en même temps, voilà... Il existe dans ces tableaux, on s'y confronte, même chose. Et en même temps léger, je trouve. Léger chez Baselitz. Léger, en tout cas, la manière dont c'est scénographié là,
Je trouve qu'il y a un parcours. Alors, il y a un parcours, et puis aussi, l'image se reflète aussi. En fait, l'image qui est donc à l'envers se reflète dans le sol qui est réfléchissant, hein, et ça remet l'être à l'endroit. Il y a cette espèce de danse à l'endroit à l'envers, comme s'il était déjà passé de l'autre côté. Et par rapport à cette confrontation à la matérialité, moi je pense également à la magnifique œuvre de Marlène Dumas, hein, qu'elle a peinte juste après le décès de sa mère, qui est en fait une tombe recouverte de fleurs. Hein. Et Marlène Dumas, qui est une artiste donc sud-américaine, qui vit en Hollande, sud-africaine qui vit en Hollande, explique qu'elle n'a jamais peint de fleurs de sa vie. Hein, mais qu'au moment de la mort de sa mère, elle ne pouvait pas peindre l'image de sa mère morte, elle qui a déjà peint pourtant, elle a peint des enfants palestiniens morts, elle s'est confrontée à ces images notamment médiatiques, elle a peint dans un bleu absolument éclatant des fleurs sur une tombe, et c'est comme toujours chez Marlène Dumas, il y a un tremblé de l'image hein, qui... Dans son travail, il y a quelque chose qui est très frappant, il y a toujours une espèce, il me semble, d'ambiguïté entre le plaisir et la douleur. On ne sait pas trop. Quand on regarde une œuvre complètement décontextualisée, par exemple, je pense au portrait d'une femme avec Oui, d'un otage avec un bandeau sur les yeux. Alors, un otage où on ne sait pas, en fait. Alors, elle souvent, quand même, il y a une traçabilité des sources photographiques qu'elle utilise, hein, puisqu'elle travaille... En tout cas, la manière dont c'est peint, on ne sait pas si c'est une femme dans un jeu sexuel ou une femme otage. Oui, parce qu'il s'agit pour elle de faire exister ces personnes, en fait, en tant que personne. Et c'est un petit peu ce que fait également Linette Yadom-Boakier, qui fait, à partir, puisqu'on parlait de l'influence de l'art occidental, à partir de la référence à Manet et à Degas, elle fait des portraits de personnes qui n'existent pas, en fait. Il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de référent, mais il y a un effet de présence. On a vraiment l'impression d'être devant un portrait. Et il s'agit pour elle de proposer un nouveau type, comme d'instaurer une sorte de nouvelle typologie pour une peinture qui s'intéresserait exclusivement à la représentation de corps noirs. Et donc, il y a cette chose incroyable qui est un effet de présence à partir d'une œuvre qui n'a aucun référent. Et ça, je pense que c'est la peinture qui le permet, parce que la peinture est un corps. C'est-à-dire qu'il y a 3 corps dans cette exposition. Il y a le corps représenté, il y a le corps du spectateur, et puis il y a le corps de la peinture. Et je trouve que la plupart des tableaux qui sont présentés sont des tableaux extrêmement... qui travaillent la matérialité de la croûte picturale, ou bien chez Myriam Kam, côté au contraire complètement évanescent, comme ectoplasmique, voilà. Mais il y a une utilisation comme ça des médiums picturaux pour rendre cette impression corporelle au corps même de la peinture. C'est en quoi finalement cette exposition Corps et âme, c'est âme au pluriel. On le voit à travers effectivement l'étendue des styles, des médiums, des thèmes, alors que la traduction de Body and Soul, ça aurait été plutôt Corps et âme au singulier. Au singulier, tout à fait. Oui, mais je pense que déjà, dans ce standard de jazz, il y a cette idée de la constitution d'une communauté. C'est ça, c'est entre communauté et singularité. Et finalement, exactement. On voit que peut-être l'artiste échappe, malgré tous les discours, à l'identité, au singulier. Que c'est pas de ça dont il s'agit, peut-être. Non, je pense qu'il s'agit d'une manifestation, de se manifester. J'ai l'impression, en tout cas, que c'est une sorte de prise d'existence dans la matière. Et si on regarde les photographies, parce qu'il y a aussi beaucoup de photographies, il y a des photographies... Richard Avedon. Richard Avedon, James Baldwin, incroyable, avec, alors pour le coup, un plan extrêmement serré. Et il y a également un autoportrait de Zanele Muoli, qui a cette particularité d'appliquer sur son corps une couche de peinture noire, en fait, pour renforcer cet effet de présence. Et donc le contraste, je pense à l'autoportrait où elle est allongée dans des draps blancs et où elle fixe comme ça le spectateur avec une sorte de convocation. C'est-à-dire qu'en tant que spectateur, on est sommé de regarder ça en face. Oui, parce que le regard se détache de manière perçante. Exactement, oui. Et on retrouve ça, en effet, dans le portrait de James Baldwin par Richard Avedon, mais également dans la main de Miles Davis, qui a été photographié par Irving Penn. Cette main
sans instrument de musique. Mais esquissant le geste du trompettiste. Voilà, exactement. Oui, qu'on entend presque. C'est ça. On entend presque. C'est ça. On entend presque. Ouais, une sorte de Parce qu'on ne voit pas la trompette, on l'entend. Voilà, l'âme passe. Et le regard se sonorise. Voilà, et le regard se sonorise. Merci beaucoup. Merci à vous. Lorraine Merci Duménil, infiniment. Vraiment. On y va, Ouais. on y retourne. On retourne. Et plus on en parle, plus on a envie de la revoir. On a envie de la revoir C'est encore. Très belle exposition. On a l'impression qu'on n'a pas tout vu. Oui, on n'a pas tout vu, on a envie d'y retourner. Absolument. En tout cas, quelque chose de la matière du corps humain échappe toujours à se laisser saisir et pousse les artistes, les peintres, à continuer à peindre, à filmer, à créer, pour notre plus grand plaisir, parfois pour notre plus grand malaise aussi, mais c'est peut-être pas plus mal. Bien, maintenant, nous allons parler de l'actualité de la psychanalyse et accueillir notre collègue Rodolphe Adam, qui va nous parler justement de l'union disharmonique de l'âme et du corps en psychanalyse. Bonjour Rodolphe Adam. Bonjour. Vous êtes psychanalyste à Bordeaux et donc vous allez continuer cette thématique du corps et de l'âme du point de vue de la psychanalyse. Question énorme, et dont on peut commencer par dire que Lacan a pu être caustique, a pu se ironique parfois avec l'idée d'âme. Il pouvait dire que ce souffle, cette psyché, pneuma, eh bien, ne relevait pas du divin, mais de ce qui en l'homme réclame. L'âme est demande d'amour. Il avait l'idée que d'ailleurs, ce qui en faisait le fondement, c'était la voix humaine. Ce qu'on retrouve dans l'exposition. Voilà. Ce qui, d'ailleurs, on retrouve d'une manière très frappante dans le dernier essai du physicien Étienne Klein, Transport physique, qui ne cesse de parler, d'ailleurs à sa façon, de cette question. Il fait le récit à un moment d'un véritable effondrement qu'il a pu vivre, lui, effondrement subjectif, après une opération chirurgicale qui s'est passée par le fait que sa voix s'est éteinte. Alors au fond, cette question, disons qu'elle est co-substantielle, elle est à l'origine même de la psychanalyse, puisqu'au commencement, quand même, Freud, jeune médecin, il est interpellé justement par ces symptômes bruyants, fluctuants, réversibles chez des sujets féminins qui sont hospitalisés et en proie à un corps affecté, de paralysie, de convulsions, de contractures, de cécité, et dont la médecine n'identifie pas la cause. Alors justement, de cette hystérie, qui est le nom, au fond, donné par des hommes depuis des siècles, depuis l'Antiquité, depuis le début de cette question de l'âme et du corps, d'ailleurs, déjà chez les Grecs, nom donné à une énigme féminine, et qui fait trou dans le savoir, eh bien, lui, Freud, va inventer un dispositif subversif qui est la psychanalyse. Oui, alors en quoi c'est subversif, la psychanalyse ? Eh bien, là où Charcot montre ses corps, il les exhibe, eh bien, Freud, lui, se met à l'écoute. Il se met à l'écoute un par un de cette souffrance intime qui s'y loge, et au fond, pour faire quoi ? Eh bien, laisser surgir par la propre parole de ces femmes la vérité inconsciente qui la cause. Et cette vérité qui fait cause comme ça, eh bien, c'est qu'elle souffre de réminiscence. C'est la fameuse thèse de Freud des années 1890. Elle souffre de réminiscences refoulées, au fond des pensées qu'elle n'accepte pas, qui font horreur, dont elles se défendent, insupportables. Pensées qui font retour sous une autre forme, une forme convertie, la conversion, et bien justement dans le corps.
Alors, Lacan, lui, pour saisir ce mystère du corps parlant, ce corps qui est marqué par des mots oubliés, eh bien, il a revisité les penseurs classiques. Alors Descartes, pour commencer, figure incontournable de cette affaire. Descartes nous a appris à distinguer deux substances. La pensée, la substance pensante, et puis qui est indivisible, qui est immatérielle, et la substance étendue, l'espace propre à ce qui est corporel. Alors, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il y a cette distinction célèbre, mais il y a aussi chez Descartes le fait qu'elle n'empêche pas quelque chose d'incontestable, c'est leur union indéfectible à ces deux substances. La citation est célèbre pour les étudiants de terminale. La citation de Descartes, c'est « Eh bien, ça vient dans la 6e méditation métaphysique. Descartes dit « Je ne suis pas seulement logé dans mon corps, ainsi qu'un pilote en son navire. Mais outre cela, que je lui suis conjoint très étroitement et tellement confondu et mêlé que je compose comme un seul tout avec lui. » Il y a eu beaucoup à dire sur ce « comme ». Voilà, la métaphore de l'homme dans son navire était déjà chez Aristote, et elle servait à critiquer le dualisme platonicien. Et alors pour les psychanalystes? Alors, pour les psychanalystes, Jacques-Alain Miller a montré que la question se renouvelait de cette manière, puisque le problème cartésien de cette union psychosomatique, ça devient le mystère de l'union de la parole et du corps. Qu'est-ce qui fait l'emprise de ce symbolique, comme disait Lacan, l'univers du langage, sur le corps? Alors Lacan, qui a pris la question à bras-le-corps du bout en bout de son enseignement, eh bien, a pu évoquer une union tierce, substance troisième, en qualifiant cette substance de substance jouissante. Oui, il y a la pensée, et oui, il y a le corps, mais il y a une substance jouissante. Et il désignait par là une dimension du corps qui est un corps qui jouit. Un corps qui jouit et qui vient parasiter le corps organisme, justement, celui auquel a affaire le médecin. Alors on constate avec Descartes que, depuis son origine grecque, quand les philosophes appréhendent la question, eh bien l'âme devient de la pensée. L'âme, c'est la pensée. La position classique, souvent en philosophie, elle fait l'essence de l'âme. Les choses se déplacent avec la psychanalyse. Lacan a repris cette question avec Aristote dans sa célèbre émission Télévision, qui est passée à l'ERTF en 1974, qui est consultable sur Internet. Il évoquait donc le problème selon Aristote. Pour Aristote, s'il y a de l'âme, paradoxalement, c'est en raison des particularités du vivant. Aristote, pour qui la biologie est le savoir référentiel pour penser les choses, eh bien, la nature ne fait rien en vain. Le vivant a des formes spécifiques, infiniment différentes, mais qui se répètent, qui se reproduisent. Et donc Aristote constate qu'il y a bien un principe dans le vivant qui fait un ordre, qui fait une diversité, qui fait une stabilité. Et qu'est-ce que ça veut dire chez Aristote que l'âme est la forme du corps? Voilà, sa célèbre définition. Et bien au fond, c'est comme ça qu'il résout une espèce de paradoxe. Si l'âme est un corps, on ne comprend pas qu'elle puisse être différente d'un autre corps dont l'âme serait le principe. Et à l'inverse, si l'âme est purement immatérielle, alors comment est-ce qu'elle se mélange à un corps? Comment est-ce qu'une pensée pourrait créer, affecter de la matière? Descartes dit comment est-ce que le sentiment, comment est-ce qu'une émotion, comment est-ce qu'une douleur serait possible? Donc Aristote se dit, au fond, eh bien, cette âme doit être immatérielle, mais un immatériel très spécifique, qui est un immatériel lié à la matière, c'est-à-dire la forme. Et pour Aristote, l'âme, eh bien, c'est la forme actualisée du corps,
c'est-à-dire ce qui lui donne son mouvement et sa fonction de vivant. Sauf que, voilà, pour Aristote, comme pour Descartes, l'âme, c'est la pensée. Eh bien, pour Lacan, pour la psychanalyse, il ne faut pas confondre les deux. Voilà la thèse majeure qu'il y a dans cette fameuse télévision. Eh bien, c'est que la pensée vient comme disharmonie quant à l'âme. Elle désorganise sa belle unité avec le corps. Au fond, la pensée en psychanalyse, c'est l'inconscient qui l'introduit. Elle a de ce fait plusieurs effets. C'est que cette pensée vient embarrasser l'âme par sa fixité. Lacan disait, eh bien, l'obsession, les pensées fixes, les pensées obsédantes, dérangeantes ou absurdes. Cette pensée vient aussi parasiter justement l'homéostase régulée de ce corps, au point que tous les besoins humains d'ailleurs sont contaminés par cette satisfaction, à mettre avec des guillemets. La jouissance, c'est une autre satisfaction qui n'est pas du plaisir, et au fond qui vient altérer, qui vient créer ou en défaut ou en excès, eh bien, toutes les activités pulsionnelles humaines, manger, boire, respirer, dormir. Et au fond, en plus de cet aspect-là, cette pensée, elle a l'effet de venir séparer le sujet de son propre corps, puisqu'en le constituant comme un objet au fond qu'on regarde, qu'on admire, qu'on regarde dans le miroir, un objet que l'on parle, que l'on met en mots. Et on se rend compte dans une analyse aussi d'ailleurs que les mots que l'autre a utilisés pour dire quelque chose du corps d'un enfant, eh bien, ont un effet d'incorporer d'une certaine manière ce corps, justement, mais dans une certaine de mise à distance paradoxale. Puisque c'est pour ça que Lacan disait d'ailleurs que l'homme n'est pas un corps, l'homme a un corps. L'animal est son corps, l'homme non. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il y a une beauté animale, il y a une beauté spécifiquement animale. Et c'est pour ça que les animaux ne font pas d'art. Ils sont l'art. Peut-être. Oui. Voilà, tout à fait. Alors ça, cet effet du fait que ce corps est du registre de l'avoir, eh bien ça change la donne. Ça, évidemment, rend disharmonique quelque chose de son rapport de chaque sujet à son propre corps. D'ailleurs, Lacan avait l'idée même que c'est le fait d'avoir un corps qui donne une consistance au fait que nous avons une âme. Et donc cet avoir, eh bien, selon la construction subjective de chacun et de la jouissance qui vient marquer ce corps et qui l'habite, eh bien ça fait quoi? Ça fait que ce corps peut être pour un tel boulet à traîner, pour un autre honte à cacher. Le corps peut être un trophée à exhiber, une performance à cultiver. L'époque est prolixe là-dessus, une pulsion aussi à satisfaire, ou encore d'ailleurs le lieu d'une marque de jouissance qui est indélébile et qui revient et dont le sujet a à subir un petit peu la puissance destinale. Alors vous avez évoqué à juste titre ce que cet artiste afro-américain, Arthur Jafa, a pu dire du point d'impact comme ça pour toute son œuvre, d'avoir vu à Chicago, à l'âge de 10 ans, le film de Kubrick. Alors je n'en sais pas plus sur exactement qu'est-ce que c'est qui l'a percuté là, mais on voit le destin de cette marque. La marque n'est pas toujours heureuse, et c'est pour ça qu'au fond, une psychanalyse, ça peut justement aider à déchiffrer ces paroles oubliées, mais que le corps traîne comme une lettre en souffrance à déchiffrer donc. Merci. Rodolphe Adam. C'est le moment maintenant de conclure cette émission. Nous nous retrouvons dans 15 jours, le 28 juin, 18h30, pour la prochaine émission. À bientôt.